C'est bon? Vous êtes prêts? Eh bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue. Bienvenue ce matin pour le 13e petit déjeuner de l'immobilier digital, qui est organisé comme à l'ordinaire en collaboration par les équipes de la foncière de mairie devenue Stonal, Stone Digital, d'une part, et d'autre part par les étudiants du master spécialisé en management urbain et immobilier de l'ESSEC. Donc, nous allons traiter ce matin du sujet ô combien important de l'impact des indicateurs extra-financiers sur la valeur immobilière. Et pour cela, nous avons réuni, en compagnie de mon ami Patrice Noisette, qui va co-animer avec moi ce débat, nous avons réuni 3 intervenants de grande qualité, puisqu'il s'agit dans l'ordre alphabétique, je vais te faire plus simple comme ça, hein, de Jean-François Drouet, qui est le président de Catella Valuation, qui est un grand spécialiste de la valeur, puisque c'est son métier. Robin Rivaton, qui est un investisseur, qui est membre d'un certain nombre de conseils d'administration et qui est auteur de plusieurs ouvrages sur l'immobilier, notamment sur la numérisation, la digitalisation de notre monde immobilier. Et enfin, Michel Tolila, que je connais bien, parce que c'est en plus mon associé, qui lui est président de Stonal. Voilà, pour introduire ce débat, nous allons maintenant donner la parole à l'une des étudiantes de l'ESSEC qui a préparé avec nous ce débat. Donc Amandine, je vous cède la parole. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons traiter des indicateurs extra-financiers dans le calcul de la valeur. Pourquoi ce thème? Parce que l'immobilier est un grand consommateur d'énergie et est responsable de 39% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc il est important que l'immobilier adopte des stratégies de réduction de toutes ces consommations pour être en ligne avec les accords de Paris qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et donc pour ce faire, de nombreux indicateurs extra-financiers ont été développés au cours des dernières années pour inciter, dans certains cas pour obliger, les acteurs de l'immobilier à adopter une stratégie d'investissement plus éco-responsable. Il y a les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc les critères ESG, qui sont un outil pour mesurer la soutenabilité et l'impact éthique d'un investissement. Il y a la loi Elan, promulguée en novembre 2018 et portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui s'inscrit également dans cette démarche. Elle préconise le recours aux écomatériaux et le développement de solutions bas carbone et impose une réduction de la consommation énergétique du parc immobilier tertiaire, dont le décret tertiaire de 2019 vient préciser les modalités d'application. Pour ceux qui ne connaissent pas, le décret tertiaire vise à réduire les consommations d'énergie des bâtiments tertiaires, donc de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport aux consommations de 2010. Et enfin, s'ajoute à cela le label ISR, donc investissement socialement responsable, qui oriente les investissements vers des fonds plus vertueux et qui a été étendu au domaine de l'immobilier en 2020. Donc l'importance grandissante des critères ESG, les injonctions du décret tertiaire et l'ouverture de l'ISR aux fonds immobiliers ont un réel impact sur la détermination de la valeur. Il est donc primordial pour tout acteur de l'immobilier de bien se saisir des différents moyens de conformité à ces nouvelles exigences. Et enfin, cette complexité et contraintes apparentes peuvent également être transformées en opportunités et en levier de distinction dans la stratégie d'investissement des acteurs de l'immobilier. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Donc, pour développer ce thème, on va faire en trois temps, en 3 étapes. D'abord, en s'intéressant à ces indicateurs, aux normes et aux indicateurs extra-financiers de manière un peu générale. Ensuite, en regardant de façon très, très concrète, très opérationnelle, comment, en fin de compte, quelle démarche peut être mise en œuvre pour s'y conformer. Et puis de reprendre un peu de recul dans un 3e temps pour regarder l'impact qu'ils peuvent avoir sur les stratégies, en particulier les stratégies des investisseurs. Donc sur le premier temps, donc il y a beaucoup, effectivement, avec les labels, les certifications, les réglementations, etc., beaucoup de normes développées sur ces approches extra-financières, avec de multiples paramètres qui peuvent en plus avoir des impacts très différents, aussi bien sur les dépenses que sur les économies ou les gains qui peuvent en être escomptés.
Donc comment s'y retrouver un peu dans cet ensemble? C'est la question de la première séquence. Et je vais me tourner d'abord vers Jean-François. Donc si on parle de critères ESG, environnement, social, gouvernance, de l'investissement socialement responsable, des labels ou certifications, BREEAM, NEEDS, autres ou ISO 2000, loi climat, etc. Donc au total, dans tout cet univers de nouvelles normes, est-ce qu'il y en a une peut-être qui émerge un peu plus que les autres auprès des opérateurs, en particulier des investisseurs, aujourd'hui, qui est priorisée un peu Alors auprès des investisseurs, c'est plus à Robin qu'il faudra poser la question. Moi, je veux juste rappeler quel est le rôle d'un expert en évaluation immobilière, parce qu'on nous interroge beaucoup sur effectivement l'évolution de la valeur en fonction de tous ces nouveaux critères. Nous, on est des traducteurs de marché, on ne fait pas le marché. Donc nous, on est là pour traduire la façon dont les investisseurs intègrent ces nouveaux paramètres, sont capables de surpayer ou sous-payer un actif en fonction de ses performances énergétiques. Donc il ne faut pas nous prêter un pouvoir que nous n'avons pas. Notre pouvoir n'est pas de décider que demain, il faudra surpayer un actif parce qu'il a tel ou tel label. Nous, aujourd'hui, toutes les associations d'experts sont en train de travailler, que ce soit au niveau de la Frexim, que ce soit au niveau de Tegova, au niveau européen, ou que ce soit au niveau du comité de la Charte, qui est un peu notre Bible pour notre action quotidienne en expertise, en évaluation immobilière, sur comment intégrer tous ces nouveaux paramètres. Mais c'est de l'anticipation dû au fait que, comme maintenant on s'est adapté aux principes financiers des investisseurs et qu'on fait du cash flow, et que 2030, c'est après-demain, puisque c'est dans 8 ans, et que donc quand on fait des cash flows de 10 ans, c'est intégré dans la période qu'on va étudier, on est obligé de se poser cette question. Mais clairement, les réponses viendront sûrement d'abord des investisseurs et de leur stratégie. Nous, aujourd'hui, on a plein de questions, beaucoup plus de questions que de réponses. Et si on parle simplement du décret tertiaire, considérer que les immeubles tertiaires sont un tout, ça nous semble une vraie aberration, parce que dans les immeubles tertiaires, vous avez du bureau, vous avez des cliniques, vous avez des data centers. Un data center, on sait qu'en consommation énergétique, on ne pourra pas la réduire. Un entrepôt frigo, on ne pourra pas réduire sa consommation énergétique. Une clinique où on est obligé d'avoir des plateaux techniques à 18 maximum, on ne pourra pas réduire de la même façon qu'un immeuble de bureau ou un entrepôt classique. Donc il va falloir aussi qu'on rentre dans le détail et qu'on fasse des normes qui soient des normes adaptées à chaque catégorie d'actifs. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc toutes ces questions devant nous restent ouvertes. Et j'allais dire à la fin, est-ce qu'un investisseur achètera plus volontiers ou mieux un immeuble parfaitement vertueux, mais parfaitement mal placé, parfaitement mal desservi et parfaitement vide, par rapport à un immeuble qui sera une passoire énergétique, mais qui sera en plein quartier central des affaires, avec un bail long et avec un utilisateur de premier plan. C'est là où va se poser la question des stratégies d'investissement. C'est pour ça que je repasse le micro à Robin, puisque c'est lui le mieux placé pour ça. Non, je peux que partager ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que évidemment tous ces indicateurs et tous ces éléments extra-financiers, même si à la fin ils retombent sur du financier, puisque le but de la consommation énergétique, c'est que même si c'est pas le propriétaire qui la paye, l'occupant quand même se trouve confronté, si dans une passoire énergétique, il va payer des frais de refroidissement et de chauffage extrêmement élevés. Donc tous ces indicateurs extra-financiers commencent à rentrer dans le calcul des investisseurs, mais je pense qu'il ne faut pas les surexagérer. La réalité, c'est qu'ils rentrent plus par la contrainte des reporting ESG demandés par les investisseurs des investisseurs, donc par les bailleurs de fonds finaux que sont les assureurs, que sont les fonds de pension, que sont les grands bailleurs de fonds qui, eux, demandent un reporting ESG à ces investisseurs. Et par ce truchement-là, les investisseurs sont obligés de montrer que le parc a certaines caractéristiques, et donc des caractéristiques de durabilité, de soutenabilité, un certain nombre de choses. Mais dans la performance financière de l'investisseur, il ne faut pas les surexagérer, tout simplement parce qu'il faut bien voir que l'horizon d'investissement de la plupart des gestionnaires de fonds, c'est quand même extraordinairement raccourci, avec des détentions qui sont de plus en plus courtes. Donc déjà, quand aujourd'hui, quelqu'un qui achète un immeuble, les gens sur le marché qui vont acheter des immeubles les tenir jusqu'en 2030, ils ne sont pas si nombreux que ça en réalité. Il y en a quelques-uns, hein, des gros institutionnels et autres, mais les gens qui vont vraiment être les gestionnaires les plus dynamiques ne vont pas détenir les actifs pendant aussi longtemps. Et donc, en réalité, évidemment, ça c'est pris en compte.
c'est quelque chose que tout le monde a un petit peu en tête. L'horizon, l'échéance 2030, je dirais que c'est la plus marquée ou la plus évidente. L'échéance 2040-2050, aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur qui construit des BP sur... il y en a, encore une fois, les assureurs ou quelques autres, mais les investisseurs les plus dynamiques ou ceux qui font tourner l'épargne plus rapidement, aujourd'hui, ne construisent pas des BP comme ça. Et puis, il y a d'autres stratégies d'investissement qui sont des stratégies d'usure de l'actif. Il y a un certain nombre d'investisseurs sur la place qui ont des stratégies de rendement, de cash flow et donc vraiment d'avoir une maximisation du loyer en minimisant l'investissement, en étant à peu près convaincus que la revente du bien, soit ils ne sont pas intéressés à la revente du bien, ça existe, hein. Aujourd'hui vous avez un certain nombre d'opérateurs qui n'ont pas de caride ou en tout cas d'intéressement à la plus-value de l'actif, donc ils revendent un actif qui peut être dans un mauvais état, et puis il y en a d'autres qui se disent qu'autant tirer le maximum de valeur. Donc il ne faut pas, et on l'a vu sur d'autres classes d'actifs, je dirais pas liées à des tendances environnementales, mais par exemple sur... je pense au retail, tout le monde s'attendait à ce que du fait des transformations des modes d'achat et du e-commerce, la catégorie retail s'effondre et qu'on voit d'un coup des baisses de valeur très très significatives. La réalité est qu'il y a des baisses de valeur, mais il n'y a pas de distress. Tout d'un coup, on se dit c'est moins 30, moins 40, moins 50%. On est dans des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus marginaux. Et donc je pense que cette transformation, elle est très puissante. Elle vient beaucoup plus de la partie reporting que de la partie financière qui, pour l'instant, impacte assez peu la performance, et un actif bien placé, en tout cas la localisation de l'actif, l'emporte infiniment plus que sa performance environnementale. Et ce qu'on voit sur, on va dire, le commercial real estate vaut aussi sur le résidentiel. Il ne vous aura pas échappé qu'un très grand nombre d'appartements haussmanniens parisiens sont G et F. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui ils présentent une décote à la vente. Et évidemment, c'est pas parce que les appartements très vertueux qui auraient été construits en grande couronne tout d'un coup prennent un premium d'appréciation. Donc il faut savoir raison garder, c'est un phénomène qui va infuser forcément, mais je doute qu'il ait des effets brutaux comme parfois on le lit ici ou là en disant que tout d'un coup on va avoir des décotes massives. On reviendra plus tard sur la relation entre extra-financier et financier, juste puisque vous avez cité tous les deux le décret tertiaire, donc en fin de compte, ce que je retiens un peu peut-être par rapport à justement, quels paramètres peuvent être dominants aujourd'hui? C'est la question énergétique qui globalement est vraiment le point de référence. Ce qui va être intéressant, c'est déjà de comprendre le mot extra, puisque en fait, dans extra-financier, je crois que la volonté première, c'était de dire que c'était à côté de la finance. Et en fait, on pourrait presque se demander, justement à la lumière de ce qui vient être rapporté, c'est que la finance et le rendement a toujours sa grande place en fait dans l'analyse de tous ces indicateurs. Il y a toujours ce bon sens économique et financier qui revient, et cette notion d'indicateur dit extra, en fait, reste encore très fortement financier. Mais c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir une prise de conscience de se dire qu'effectivement, il y avait le rendement, mais il y a quand même un actif qui doit avoir une certaine durabilité, une certaine résilience. Et si on veut préserver en fait cet actif et cette résilience, il est certain qu'il faut être en capacité d'attraper quelques indicateurs qui vont permettre, eux, en tout cas, de connaître, comprendre et transformer, en tout cas, ou préserver, ou rendre résilients ces actifs qui sont eux aussi immobiliers et pas que financiers. Ce qu'on peut dire sur le côté ESG, c'est qu'on a eu des réflexions en se disant les immeubles, c'est d'abord le E, et c'est le E à 80-90%. Après, on s'est rendu compte que le S, le fait d'avoir un parking à vélo qui permettait aux gens de venir en vélo et qui donc avait une trace carbone moins forte, c'était certainement à prendre en compte aussi. On se rend compte qu'on peut faire le campus, le blue green de la Terre au milieu des petits oiseaux, mais si tout le monde vient en voiture parce que c'est pas desservi, ben, il va y avoir une trace carbone pour les gens qui y travaillent qui est bien supérieure à une tour à la Défense qui pourtant parfois énerve nos amis écologistes, alors que la tour est pour les gens qui y travaillent sans doute la chose qui génère le moins de traces carbone pour s'y rendre. Et on avait totalement écarté le G en disant que puisque la valeur qu'on fait c'est une valeur, si un immeuble était vendu entre un acheteur et un vendeur, on connaît éventuellement le vendeur de départ, on ne connaît pas l'acheteur final, donc le G ne devrait pas rentrer en compte. Et puis on s'est rendu compte que le G qui devrait rentrer en compte finalement par rapport aux indicateurs qu'indiquait Robin, c'est l'utilisateur. Aujourd'hui, un EHPAD exploité par Orpea, clairement, aura du mal à trouver un acquéreur parce que la partie G
va être considéré par les gens qui ont besoin de communiquer sur leurs acquisitions comme étant un vrai problème. Pareil, si vous devez vendre demain un immeuble occupé par la mission commerciale russe, je pense que ce sera compliqué de trouver un investisseur aujourd'hui qui l'achètera. Donc on se rend compte que ça évolue aussi dans l'analyse en permanence et que ce que feront les investisseurs par rapport à tout ça jouera énormément. Et puis dernier point, c'est ce que disait Robin tout à l'heure, aujourd'hui on parle énormément de faire des travaux pour que les immeubles soient de plus en plus vertueux. Vous pouvez faire l'immeuble le plus vertueux de la Terre, s'il est très mal utilisé, il aura une trace énergétique qui sera très mauvaise. Et aujourd'hui on n'a encore pas du tout vraiment analyser quel devait être le rôle de chacun entre le propriétaire et l'utilisateur. Parce qu'un immeuble qui n'est pas très vertueux mais qui est très bien utilisé pourrait avoir une trace énergétique bien inférieure à un très bel immeuble tout neuf si on chauffe à 25 et on laisse les fenêtres ouvertes en permanence. Donc, et là aussi, entre le preneur et entre le locataire et le propriétaire, on n'a pas encore diviser la responsabilité et le bail vert, l'évolution du bail vert va certainement être un des éléments importants pour ça. Alors avant d'en venir à la responsabilité aux relations effectivement entre propriétaires et locataires, il y a sur la question du rôle de la numérisation, pour s'y retrouver aussi, pour gérer un peu cet univers et cette complexité, peut-être deux questions. Une première qui est sur la complexité en elle-même, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les entreprises vont avoir à manœuvrer au travers de plusieurs normes et avoir à se conformer à plusieurs normes simultanément. Donc, est-ce que la gestion de la donnée va faciliter effectivement ça? Est-ce qu'on peut espérer avoir peut-être des sortes de tableaux de bord qui permettent de gérer un ensemble d'actions et leur impact, leur conformité à différentes normes et leur impact commun, effectivement, sur les problématiques à la fois de coûts et de revenus? Comme Jean-François en fait le soulignait, finalement, le locataire ne doit pas faire que payer le loyer, quoi, et liquider les charges. Peut-être que si on arrive à prendre ce locataire et à l'accompagner et à lui permettre de mieux comprendre l'actif qu'il va occuper, l'usage qu'il va en faire, possiblement, on devrait ensemble, entre le propriétaire de l'actif, celui qui a investi dans un bien qu'il veut résilient et pérenne, et le locataire consommateur de cet espace, retrouver quelques clés au-delà de l'économie, mais en tout cas dans le bon comportement, respectant en fait les critères ESG. Une des difficultés premières, c'est déjà de connaître en fait son immobilier. Quand on regarde bon nombre de foncières, et je pense que nos experts évaluateurs doivent trouver fréquemment cette problématique, c'est comment collecter suffisamment d'informations, facilement, des informations validées, disponibles, partageables, fiabilisées, pour essayer de connaître et comprendre en fait cet actif. Et donc si on veut essayer en plus d'amener une information valablement digérée pour essayer de la transmettre à un locataire qui va être lui consommateur de cet élément, là il y a encore un peu de travail à faire, et ça a été effectivement une des vocations en tout cas de Stonal, qui a été de fabriquer une plateforme totalement opérationnel et un booster en fait sur la performance environnementale et d'usage, et permettre justement à un propriétaire et à un locataire de se regarder valablement pour ensemble essayer de mieux exploiter et mieux gérer en fait cet immobilier. Je ne sais pas si on va descendre tout de suite dans le détail des différents indicateurs. Je pense que progressivement on rentrera dans quelques chiffres. C'est toujours intéressant de manipuler quelques chiffres sur l'évaluation de l'immobilier, mais j'en citerai juste trois très très simples. Si on prend un chiffre, on va dire grandement parisien sur la chaîne de valeur, un actif, on va dire que le mètre carré vaut à peu près 10 000 euros. On va dire qu'un loyer est à peu près à 500 euros. On va dire que pour l'entretenir et le maintenir, on va dépenser approximativement 50 euros. Et on a un enjeu dans l'amélioration en fait, de cette chaîne qui va être sur l'optimisation et la façon de regarder en fait, ce flux qui descend de l'investissement en passant par le loyer qui produit un rendement et en mesurant en fait, les éléments liés à la maintenance qui pèsent 50 euros. On s'aperçoit tout de suite que d'une manière financière, donc c'est pour ça que je disais extra-financier, mais pas dans le sens à côté de la finance, mais justement encore doublement financier, c'est que tous ces éléments qui concourent à l'exploitation et à la gestion durable d'un actif immobilier sont encore trop faibles au vu de tous ces acteurs de la finance. Donc peut-être des compréhensions sur l'impossibilité d'utiliser son actif va peut-être faire changer un peu les comportements.
On dit que 99% des actifs immobiliers à ce jour ne pourront pas passer 2040-2050, hein, compte tenu de l'évolution. On verra si cela est vrai au niveau du climat et si on a bien ces différentes tendances. Mais ça nous ramène effectivement aussi à la question de la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'en fin de compte ces plateformes ne sont pas l'outil indispensable pour de nouvelles gouvernances? Ce qui est évident, c'est que la data est essentielle par rapport à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui nous disent comment vous allez, et on a dit mais c'est vous qui allez nous fournir vos évaluations de travaux à faire, etc. Et là, ils tombent un peu de l'armoire en disant ah bon. Donc il y a clairement aujourd'hui encore un vrai flou artistique sur qui doit quoi à qui pour qu'on puisse avancer dans une analyse. C'est vrai qu'au départ, l'analyse, elle était simpliste entre guillemets pour un expert, c'était de dire bon bah donc il va falloir faire des travaux. Donc il faut que j'intègre des montants de CAPEX dans mes DCF. À la fin, effectivement, si on arrive à réduire de façon conséquente les consommations, ben on peut sans doute avoir un vrai partage et avoir des locataires qui vont être prêts à payer X euros du mètre supplémentaire puisqu'ils raisonnent en loyer chargé. Et si on diminue de façon conséquente les charges, ben on peut avoir une augmentation du loyer pur, ce qui permettrait d'augmenter une valeur directement de l'immeuble. Et après, le grand débat, c'est est-ce que les investisseurs paieront plus cher et de combien? Et ça, pour l'instant, c'est une bouteille à langue totale. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les architectes ou les gens qui font les travaux, ils nous disent ah ben, dans 80% des cas, on ne peut pas faire ça en site occupé. Et on dit ah ben là, il y a un autre problème qu'on n'avait pas intégré. C'est s'il faut vider l'immeuble pour faire les travaux, le gros coût, c'est pas le coût des travaux, c'est le coût de la vacance locative. Et là, on se retrouve avec une équation qui économiquement fonctionne pas. Et donc tout de suite, la question qui nous est posée, c'est quelles sont les pénalités? Et aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on nous annonce, c'est du non déclaratif, c'est 7 500 € payables sur 5 ans. Le propriétaire, il dit tout de suite, ah ben, moi je vais faire du non déclaratif. Alors, c'est plus compliqué quand on veut être ISR, parce qu'on a droit qu'à un certain nombre de non déclaratifs. Mais quand on parle d'immeubles purs et de gens qui ne vont pas chercher forcément d'investisseurs, qui ont besoin d'avoir un label ISR dans le véhicule dans lequel ils investissent, le premier réflexe, c'est de dire, on n'en fait pas. Donc c'est clair qu'il y a un moment où il va falloir trouver de l'incitatif ou du coercitif, je ne sais pas, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les 7 500 € et le risque d'avoir à vider les immeubles, c'est très compliqué. Et ça a aussi un effet sur le type d'investissement. Aujourd'hui, on considérait qu'il y avait 3 types d'investissement, le core plus et le value add. Aujourd'hui, les gens qui font du core plus, donc le core, je ne l'explique pas, donc il n'y a pas de sujet, les immeubles sont a priori aux normes, ils sont bien loués, ils sont bien placés, ou en tout cas, il y a peu de choses à envisager dessus. Le value add, au contraire, c'est un immeuble qu'on refait complètement, qui est vide et qu'on a... et le core plus, c'était un immeuble années 90, plein à 70%, et sur lequel, en faisant un peu de travaux, en refaisant le hall et en le relouant, on gagnait, et ça intéressait les investisseurs qui ne sont pas satisfaits d'un rendement à 3% plus parce que ça ne rémunère pas leur argent, mais qui ont une aversion au risque et qui donc n'étaient pas prêts à faire du value add où on prend quand même un risque global d'exécution, de relocation, etc. Aujourd'hui, les gens me disent le corpus va disparaître parce qu'un immeuble années 90 loué à 70%, si pour le faire rentrer dans les clous, il faut le refaire entièrement, ça devient du value add. Et donc, on n'aura plus le choix qu'entre le core et le value add. Ce qui est un vrai sujet aussi par rapport aux stratégies d'investissement de beaucoup de gens. Donc, tout ça n'est pas réglé encore. Effectivement, sur les nouvelles ou pas nouvelles stratégies, effectivement, tout à l'heure. Peut-être une question? On va peut-être garder les questions pour la fin. C'est plus sage. Donc, on a vu avec vous que quelque part, on n'y coupait pas de ces indicateurs extra-financiers, on n'y coupait pas du décret tertiaire et autres. Donc maintenant, la première question que je voudrais poser à Michel Tolila, qui rencontre au quotidien beaucoup d'investisseurs, c'est ces investisseurs, au fond, est-ce qu'ils sont en position d'investir ? Et si oui, quelles sont les natures d'investissement auxquelles ils vont devoir faire face, même si on a compris les derniers propos de Jean-François notamment, même si on a compris que ça allait être compliqué d'investir à plein d'égards finalement. Mais investir dans la résilience et l'amélioration du bien pour qu'il devienne un merveilleux bien dans les années 2030, ou investir dans la connaissance et la compréhension du bien pour mieux le comprendre et le transformer. Et moi, j'entends ce que disait Jean-François. Je suppose que quand Jean-François arrive,
il demande à un investisseur, on lui remet forcément la totalité des tableaux et des éléments parfaits pour essayer de connaître et comprendre en fait un immeuble. On sait tous. Tu vois peut-être pas qu'il grimace un peu quand tu dis ça. Non, mais on sait tous à quel point en fait on connaît parfaitement ces immeubles, en commençant juste par un chiffre qui s'appelle la surface. Parfois, on n'a même pas l'adresse. Alors donc on peut aller au-delà de cela et déjà avoir quelques surfaces et quelques éléments qui vont caractériser en fait ce bien. Je voudrais juste citer un petit chiffre sur un immeuble en fait. Quand on regarde l'immeuble sur le plan financier pur, on va faire une collecte de quelques centaines d'informations qui vont permettre d'attraper en fait un loyer, un investissement, des rendements, des cash flows, le DCF, les méthodes d'OPEX et de CAPEX que rappelait Jean-François et Robin tout à l'heure. Mais on manipule quelques centaines de data. Quand on va vouloir faire de la performance opérationnelle et qu'on va vouloir mieux comprendre en fait l'actif, ce qu'il détient comme caractéristiques et comme équipement et installation, on va rajouter des milliers voire des dizaines de milliers de data. Quand on va vouloir faire de la performance environnementale, il va falloir mesurer, collecter encore en plus de l'information avec quelques informations externe en fait à l'actif territorial sur des conditions climatiques et autres. Et quand on veut faire de la performance sur les usages, c'est-à-dire essayer d'apporter ce complément indispensable à la meilleure utilisation de cet actif, on va aller chercher encore des dizaines de milliers d'informations. Et on a pu mesurer que sur un immeuble de 6600 mètres carrés, en fait, on collectait approximativement 344 000 data. Donc tout ça, ça peut plus se faire avec quelques tableaux Excel, et nos amis experts en évaluation ont besoin en fait d'une collecte avec des synthèses, avec des ratios, avec un socle sur la façon de regarder en fait cet immobilier. Donc oui, Maurice, on a la capacité aujourd'hui d'attraper un actif, de le regarder, je dirais de faire une radio, un scan et de le transformer numériquement. Et avant de le mettre dans le métavers, on peut au moins déjà le transformer numériquement pour l'avoir déjà pour soi et mieux le comprendre et attraper en fait cet immeuble comme un avatar ou un jumeau numérique et avoir une compréhension sur un certain nombre d'axes d'analyse qui permettraient de mesurer valablement la valeur de cet immeuble et son éventuelle transformation. Merci Michel. En fait, pour atteindre ces objectifs, pour être conforme à ces indicateurs, il y a deux types d'actions possibles, l'investissement, on vient d'en parler, et le comportement. Le comportement, il regarde beaucoup la relation entre locataire et propriétaire. Et bon, j'aimerais bien savoir, d'après vous, où en est cette relation entre propriétaire et locataire. Je me tourne peut-être plutôt vers Jean-François, pour reparler un petit peu du bail vert, parce que le bail vert, bon, moi j'ai vu ça naître, comme beaucoup de choses dans le monde immobilier que j'ai vu naître, et bon, on a tous poussé ça, mais c'est plutôt un flop. C'est effectivement aujourd'hui pas quelque chose qui est ne serait-ce qu'intégré dans les évaluations. On ne met pas un premium sur un actif pour qu'il y aurait un bail vert, entre guillemets, tel qu'il est défini aujourd'hui. Si on allait vers un vrai bail de collaboration et avec des rapports qui ne seraient plus ces rapports propriétaires-locataires qui sont très 19e siècle encore en France, avec un méchant propriétaire et un gentil locataire, on arriverait certainement aussi à faire des gains dans le sens de ce qui est dans le décret tertiaire, sans faire des travaux, sans investir. Moi j'ai un souvenir à une époque, il y avait un grand projet à la Défense qui était d'installer des ascenseurs qui n'auraient pas été autorisés à faire un étage. C'est-à-dire que l'ascenseur, vous ne pouviez pas monter au 31e et appuyer sur le 32e. L'ascenseur refusait de faire un étage pour obliger les gens à prendre l'escalier pour des trajets de moins d'un étage. Et quand on sait que les ascenseurs, leur consommation, c'est le démarrage et l'arrêt beaucoup plus que le trajet, ça faisait 30% d'économie sur... ça a été refusé par les syndicats et par le CHSCT qui ont dit que c'était une brimade envers les occupants et que les escaliers n'étaient pas assez sympathiques. C'est vrai que les escaliers dans les tours à la Défense, dans ces cas-là, il faudrait les améliorer sans doute un peu. Mais c'est clair qu'il y a énormément de sujets qui sont simplistes et à mettre en œuvre, non pas dans la contrainte, mais dans une collaboration intelligente entre un locataire et un propriétaire, dans un but qui est un but qui nous concerne tous. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est encore dans des rapports qui sont des rapports contractuels, d'obligation, de vérification.
Et si on n'arrive pas à faire évoluer ce type de rapport, on va perdre du temps et mettre sans doute beaucoup plus d'être obligé de mettre beaucoup plus de moyens pour atteindre les objectifs qui, de toute façon, on reparle de 2030, nous on dit que c'est parce que c'est après-demain, mais moi je suis bien certain que 2030, il faudra montrer qu'on y a mis de la bonne volonté, qu'on a commencé à compiler de la data, qu'on a commencé à réfléchir à ces économies, mais que les objectifs eux-mêmes sont quasi inatteignables. Je crois qu'il y a un chiffre qui a été donné, il faudrait que toutes les boîtes de BTP commence aujourd'hui à ne faire que ça pendant les 8 ans qui viennent pour que tous les bâtiments tertiaires atteignent les objectifs de 2030. Donc c'est inenvisageable, on ne va pas arrêter de construire des logements, on va pas... Donc j'allais dire, physiquement, ça n'est pas atteignable. Donc clairement, il y a un moment où il va falloir qu'on ait une position cohérente avec la réalité. La théorie, c'est très bien, mais la réalité, on y est confronté quand même très rapidement. Non, mais c'est très juste. On revient au sujet un peu initial des propos qu'on tenait, qu'aujourd'hui, il y a une régulation extrêmement forte. Qu'elle est de l'avis de l'intégralité du secteur inatteignable pour des raisons physiques. Ça a été dit sur la partie travaux, ça a été dit sur la partie financière. Les masses à déplacer ne sont pas cohérentes avec ce qu'on veut faire de l'épargne. La capacité physique de réaliser les travaux ne sont pas possibles. La capacité à les dessiner, à les envisager n'est aujourd'hui pas non plus possible en ingénierie. Hein. C'est le même goulot d'étranglement. Et donc tout le sujet qui doit un peu... je dirais, mobiliser le régulateur, c'est dans quelle mesure on est capable de garder cette contrainte parce qu'elle a quand même une vertu positive au sens où elle crée de l'urgence et on sait qu'il y a urgence pour que le secteur participe à la transition environnementale et en même temps faire en sorte qu'elle soit amendable, aménageable, dans des proportions qui la rendent pas ineffective. Aujourd'hui, les 7 500 € effectivement amortis sur 5 ans, c'est quelque chose qui rend ineffectif la loi. Sur le diagnostic de performance énergétique, voilà, aujourd'hui on sait que l'année prochaine, on aura les logements qui sont interdits à la location, les logements qui ont une étiquette G. Vous avez 40 000 chambres de bonne à Paris qui sont G. J'ai du mal à croire qu'au 1er janvier 2023, ces logements-là soient sortis du parc locatif. Donc on va aboutir à une pirouette en disant qu'on donne un droit au locataire pour pouvoir poursuivre le propriétaire en cas de logement qui est considéré comme inefficient énergétiquement. Est-ce que le locataire saisira la justice pour aller poursuivre son propre propriétaire? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Donc aujourd'hui, on doit vraiment dans cette trajectoire et cette ligne de crête assez compliquée de faire en sorte qu'on puisse avoir une régulation qui soit suffisamment incitative et en même temps qui ne soit pas irréalisable. Parce qu'aujourd'hui, elle comporte un peu en elle-même. Et donc, vraiment, on va évoluer, à mon avis, tout au long de cette période là-dessus. Et on va progressivement, peut-être, avoir un peu un principe de réalité qui va s'imposer et aller vers une régulation un peu plus souple, mais surtout en ciblant les bâtiments qui sont objectivement les pires parmi le parc, parce que là aussi il y a un effort un peu de Pareto, c'est-à-dire que si on arrive à cibler les 20% de bâtiments qui sont vraiment les pires passoires énergétiques du parc, évidemment on fera un effort bien plus conséquent que si on disperse un peu tous nos efforts sur des bâtiments qui sont déjà très bien et qu'il faut encore un peu améliorer pour pouvoir faire plaisir à l'investisseur qui veut avoir du corps A+++ pour les 30 prochaines années. Et donc on a vraiment ce travail de ciblage qui est important puisque la transition environnementale de l'immobilier est tellement lourde qu'elle ne peut pas se faire avec des gaspillages. S'il y a du gaspillage au milieu, ça va vraiment empêcher cette transition. Et donc ça va être un peu tout l'enjeu, à mon avis, de la décennie à venir. Juste un mot peut-être complémentaire. Je voudrais rajouter notre capacité d'innovation. Parce qu'en fait, tous les trois, quand on analyse les chiffres, on pense qu'effectivement 2030 va être excessivement difficile physiquement, financièrement, pour transformer en fait cet immobilier et atteindre cet objectif de moins 40%. Il y a un petit indicateur qui est intéressant à prendre sur les énergies primaires, hein, les 4 natures d'énergie primaire. Vous les connaissez toutes, hein, je suppose, hein, entre le solaire, l'hydraulique, le nucléaire, le renouvelable. En fait, il y a un petit coefficient qui parfois pourrait être considéré comme légèrement politique.
puisque à un moment donné, il a servi à favoriser quelques installations particulières, plutôt aller vers le gaz que plutôt aller vers l'électricité. Et il y a un coefficient qui dit que pour passer de l'énergie primaire à l'énergie donc secondaire, on multiplie par un coefficient de, enfin on divise par un coefficient de 2,58. Vous voyez à peu près l'impact que cela représente. Quand on fait des petits calculs en fait sur des kilowattheures, on parle d'à peu près donc une perte en énergie de l'ordre de 60%. Un détail. C'est juste un détail. Donc dans tout ce qui va être la production, le transport, l'arrivée, la mesure, 60%. Et je ne pense pas qu'en fait nos entreprises, nos entités ont forcément une capacité d'innovation pour réduire en fait ces rendements et ces pertes et trouver d'autres solutions. Et je pense que la réponse, l'innovation va nous aider à la trouver. Ce qui est aussi important, c'est de savoir ce qu'on cherche, parce qu'une des grosses difficultés que l'on a dans l'immobilier, c'est de disposer d'observatoires suffisants pour connaître et comprendre en fait le comportement de cet immobilier. Et malheureusement, dans le résidentiel, on a des chiffres qui sont vraiment très faibles. Dans le tertiaire, on n'a quasiment aucun chiffre, puisque quand on cherche à avoir des informations sur le locataire d'une manière générale, on a à peu près entre 40 et 50% en fait, de non-distribution d'infos de la part des locataires pour récupérer les informations, notamment sur l'environnement. Et quand les entreprises cherchent à répondre à des indicateurs ESG et à fabriquer des labels, donc ils doivent remplir un certain nombre de critères et un certain nombre de fiches, une des premières difficultés, c'est de collecter l'information auprès des locataires, qui sont les premiers utilisateurs en fait, de ces actifs immobiliers. Donc il va falloir qu'on parle, il va falloir qu'on évangélise, qu'on explique en fait, l'importance de ces travaux que l'on doit faire en commun. J'espère qu'on va trouver avec l'innovation. Ouais, ben je pense que dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire un ciblage du parc pour savoir comment le traiter le plus efficacement possible pour atteindre un objectif global à l'horizon 2030. La seule clé, c'est la data. C'est-à-dire que si chacun le fait, on a un goulot d'étranglement au niveau de l'ingénierie, on a un goulot d'étranglement au niveau de la capacité à faire, donc il faut qu'on cible. Et si chacun le fait à l'échelle de son parc avec l'intelligence des hommes et des femmes qui constituent ces équipes, on n'y arrivera pas. Donc la seule solution, c'est d'avoir une architecture de la data qui soit suffisamment partagée pour pouvoir faire une analyse globale et à partir de ça, faire tourner de l'intelligence artificielle avec tous les guillemets qui vont bien sur ce mot-là, mais en tout cas des ordinateurs ou des cerveaux électroniques qui vont être capables de cibler l'endroit où le rendement du travail marginal sera le plus important. Et c'est vraiment ça qui devrait aujourd'hui, encore une fois, occuper le régulateur et les gestionnaires du parc, plutôt que d'essayer un peu de... Allez, je vais lâcher le mot parce qu'on en parle aussi, mais de greenwasher un peu ou de ripolliner tout son parc de manière cosmétique, alors qu'on doit vraiment avoir concentré nos efforts sur ce qui va être aujourd'hui les bâtiments qui sont les plus consommateurs, si on veut atteindre au moins la marge de 2030 et puis encore plus les marges de 2040-2050. Ce qu'on peut dire en complément sur la data, en fait, la data et la faisabilité ont les mêmes contraintes. J'allais dire, il sera plus facile d'essayer d'atteindre les objectifs et d'obtenir la data sur des immeubles qui sont avec un seul propriétaire et avec un seul locataire. Le deuxième cran, ce sera un seul propriétaire et multilocataire. Et le troisième cran, qui sera totalement, pas impossible, mais très très compliqué, ce sera les copropriétés. On l'a vécu pour les copropriétés en habitation, dès qu'il fallait faire des travaux dans les ascenseurs, c'était la fin du monde et on ne trouvait pas... Bon, alors peut-être que la Caisse des dépôts gagnera beaucoup d'argent en faisant des prêts à des taux bonifiés pour mais les copros de bureau, ça va être totalement très compliqué parce qu'en plus, entre un propriétaire occupant et un propriétaire qui le boue, il n'y a pas les mêmes objectifs, il n'y a pas les mêmes contraintes financières. Donc tout ça, là encore, on se heurtera à la réalité. Et j'allais dire, la data, c'est la même chose. Ce sera beaucoup plus facile de l'avoir si on a un seul propriétaire et un seul locataire que si tout est morcelé. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, on est aussi spécialiste de l'empilement de règles sans qu'on nous dise quelle est la règle qui prévaut sur l'autre. Et comme en plus on est dans un système juridique qui n'est pas jurisprudentiel, c'est pas parce qu'une fois on aura décidé que c'est une règle qui prévaut que ce sera gravé dans le marbre et que ce sera comme ça pour les prochains sujets. Un exemple idiot, vous avez un immeuble de bureau en pierre de taille rue de Rivoli et pour qu'il soit vertueux, il faut lui mettre des fenêtres en PVC, ben vous allez avoir l'ABF qui va débarquer en disant vous êtes en face du Louvre, hors de question que vous mettiez des fenêtres en PVC. Qu'est-ce qui l'emporte, le décret tertiaire ou l'ABF? À Paris,
vous êtes pratiquement partout à moins de 300 mètres d'un monument historique. Donc dans tout Paris, l'ABF a son mot à dire. La végétalisation des toits, dont on dit que c'est très bien, que ça permet... Oui, sauf que les pompiers, ils vous disent hors de question de végétaliser les toits, c'est par là qu'on rentre quand il y a un incendie, et c'est ce qui permet aux flammes de s'échapper. Qu'est-ce qui gagne, la sécurité ou le décret tertiaire? Donc il y a 1 milliard de sujets en plus de tous ceux qu'on a déjà mis en avant, sur lesquels on n'a pas de réponse et sur lesquels les propriétaires n'ont pas de réponse. Parce que nous, on est en bout de chaîne, mais c'est les propriétaires qui vont d'abord se gratter la tête en se disant qu'est-ce qu'on fait et à quel moment on va se retrouver complètement en cohérence avec l'ensemble des normes et l'ensemble des règlements. Et ce qui est vraiment un frein aussi à ce que ça puisse se mettre en place assez rapidement. Alors, je vous écoute et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de faire 2 commentaires. Le premier, Robin, tu parles du régulateur. Le régulateur, il ferait bien de balayer devant sa porte. Parce qu'il a juste 10 ans de retard dans la mise en œuvre du décret tertiaire dont on parle. 10 ans de retard. En 2010, tout était prêt. La profession était prête. Tout le monde était prêt à s'engager et à faire des sacrifices. Et l'État, pour des raisons que je n'ai pas détaillées ici parce qu'elles sont stupides, je peux le dire parce que j'étais au cœur du truc, hein, l'État n'a rien fait, ou a attendu 10 ans. Alors, moyennant quoi les acteurs eux-mêmes se sont un peu démobilisés, certains ont agi, d'autres pas, et maintenant on trouve la situation que vous venez ici de décrire. Et le deuxième élément, ça j'étais un peu négatif, je vais être plus positif. Ce qui m'avait beaucoup frappé quand on avait travaillé sur ce rapport, c'était combien on pouvait être surpris par les évolutions liées au changement de comportement des utilisateurs. En fait, il y a aujourd'hui, plus qu'on ne pense, et ça m'a vraiment épaté, plus qu'on ne pense une capacité de mobiliser les collaborateurs des entreprises au quotidien pour qu'eux-mêmes appliquent des comportements, des habitudes qui soient génératrices d'économie d'énergie. Tu as parlé, Jean-François, de l'histoire de l'ascenseur, mais il y a des tas de choses. Hein, je veux dire, éteindre son écran quand on sort de la pièce, enfin bon, des tas de choses qui d'ailleurs regardent aussi le comportement individuel qu'on peut tous avoir. Moi, je suis un peu plus optimiste que vous. Je comprends qu'effectivement, on ne peut pas vider les immeubles pour faire des travaux. En revanche, on peut demander aux gens qui sont à l'intérieur de faire des efforts. Et n'oublions pas que dans la loi, propriétaires et locataires sont solidaires dans l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Et qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir que cette solidarité l'exprime par une forme de gouvernance commune. Alors, moi, je voudrais vous poser une question qu'on a déjà, parce qu'on a déjà traité beaucoup de sujets, mais il y en a une sur lequel je voudrais revenir, qui est en fait la question de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui, les critères d'analyse de la valeur, tu as déjà un peu parlé Jean-François, mais vont changer du fait de l'existence de ces indicateurs. Et je voudrais qu'on fasse la distinction entre valeur et liquidité. Parce que, alors là, pardon, ça va être peut-être un tout petit peu subtil 2 minutes, mais c'est bien de dire qu'un immeuble vaut 100, mais s'il n'y a personne pour l'acheter, ça ne change pas grand-chose, d'une part, ou c'est bien de dire que un immeuble vaut 100, mais s'il y a quelqu'un qui est prêt à le payer 120 ou 130 parce qu'il est, je sais pas, moi, place Vendôme avec Van Cleef et Arpels sur rez-de-chaussée, par exemple, là aussi c'est un peu différent. Donc je voudrais un peu vous faire réagir sur ce thème-là, alors qu'il commence, whatever. Hein. Sur l'immeuble de la place Vendôme, j'espère que si quelqu'un est prêt à l'acheter 120 ou 130, l'expert ne sera pas à 100, il sera plus près de 120 ou de 130. Sans ça, c'est que ce n'est pas l'expert le meilleur de Paris. Non, et pour revenir à la liquidité, c'est vrai que quand on fait un cash flow et quand on met un taux d'actualisation, dans le taux d'actualisation, un des composants, c'est la prime de liquidité. Donc un immeuble dont on imagine qu'il a une très petite profondeur de marché, aujourd'hui vous allez dire que je suis monomaniaque, mais nous on fait beaucoup d'expertise en immobilier de santé, aujourd'hui on a augmenté très sensiblement les primes de liquidité sur les EHPAD, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une frilosité et que donc le nombre d'investisseurs s'est réduit. Donc la profondeur de marché, alors il suffit qu'il y en ait un ou deux pour faire une opération quand même, donc le marché n'a pas disparu. Mais ça rentre en ligne de compte. Et par rapport à ce que tu décris, en fait, pourquoi est-ce que je disais au début qu'on est des interprètes du marché? On suit aussi les investisseurs. Il y a jusqu'en 2003-2004, les experts ne faisaient pas de cash flow. Mais à partir du moment où les investisseurs, qui étaient ceux qui, à la fin, décidaient de la valeur à laquelle ils étaient prêts à acheter un bien,
faisaient des cash flows, il a fallu que les experts s'adaptent et qu'on utilise les mêmes méthodes que les analystes qui travaillent chez les investisseurs et qui déterminent le prix auquel ils sont prêts à acheter un bien. Donc clairement, on accompagnera forcément l'intégration de ces nouveaux paramètres si ces paramètres sont intégrés dans l'analyse de valeur par les acquéreurs. Maintenant, ce n'est pas nous qui allons imposer de nouveaux paramètres aux acheteurs parce qu'on va se retrouver avec des valeurs déterminés par nous qui seront décalés avec la réalité des transactions de marché. Et ça, c'est absolument pas souhaitable. Donc clairement, c'est une collaboration là aussi sur la durée et sur l'évolution des pratiques. Nous, bien sûr, on s'adaptera et d'ailleurs, les experts sont tous en train de réfléchir avec les investisseurs sur les nouvelles pratiques et les nouvelles façons d'intégrer tous ces nouveaux paramètres effectivement, qui ne sont pas extra-financiers, qui sont de nouveaux paramètres financiers différents, complémentaires, mais qui sont des paramètres financiers pour nous. Faire réagir Robin à mes côtés et je voulais ramener un complément en fait dans la question posée par Maurice. En fait, il y a un élément qui ne change pas depuis des décennies, c'est le contrat entre l'industrie immobilière et ses consommateurs, les locataires. On est toujours avec ce bail. Alors ici, on est dans une représentation très concrète d'une autre solution, mais quand bien même, c'est peut-être même insuffisant. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur l'évolution du service. Qu'est-ce que consommer un espace tertiaire? Qu'est-ce que consommer un espace résidentiel? Je pense que la vision qu'on a, c'est Jean-François qui le disait en introduction, on parle du siècle dernier, on est toujours encore au siècle dernier, même plus loin d'ailleurs. Oui, je pense que la question de la relation locataire-propriétaire, on l'a dit, à maintes égards, c'est une courroie de transmission qui n'est pas totalement parfaite, bien au contraire, et donc qui ne permet pas d'envisager toutes les transformations qu'on voudrait et dans lesquelles la relation entre les deux doit être parfaitement alignée d'un point de vue financier d'abord et avant tout, puisque c'est quand même ça qui crée cette relation. D'un point de vue de partage de l'information et de remontée de la data, d'un autre côté, on l'a dit, de tout type de data. On a bien vu que c'est compliqué de mesurer le S ou le G si on n'a pas cette remontée d'information. Et aujourd'hui, quel est l'intérêt ou le bénéfice d'un locataire à remonter ces types d'informations à son propriétaire? Il est nul. Soit il le fait en bonne intelligence et parce qu'il a envie de lui faire plaisir, mais d'un point de vue strictement financier, ça lui coûte. C'est-à-dire qu'il doit collecter de l'information et la remonter. Et en même temps, on voit aussi de plus en plus les propriétaires tenter de se poser des questions sur comment sont-ils en capacité de pouvoir parler directement aux locataires, la volonté de créer des marques parfois. Alors là aussi, la réflexion est balbutiante ou naissante. Il y a beaucoup de propriétaires qui se disent bon voilà, c'est des investissements marketing qu'on a perdus, donc au final on préfère rester dans notre schéma très classique d'amener de la surface, de toucher notre loyer face à ça. Si la personne ne sait même pas à qui appartient l'immeuble, c'est pas forcément très grave. Voire même parfois c'est mieux. Donc on voit bien qu'on n'a pas encore totalement réglé ce sujet d'adéquation. Et c'est sûr, alors ça passera par des nouveaux modes d'occupation, c'est certain, et on en voit émerger un certain nombre, évidemment, le flex office, le coworking, mais tant d'autres. Ça passera par quelques acteurs qui veulent pousser cette dimension de marque, mais comme je le dis, on a plutôt vu un recul, on a vu beaucoup de choses sur les applications en direction des occupants, mises en place par certains des propriétaires. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de gros propriétaires qui ont construit leur propre Tishman avec sa propre application. Enfin, il y en a 5 qui ont et au final, 5-6 ans après, les retours sont plus mitigés que ce qu'ils avaient envisagé, en se disant bah voilà, on pensait avoir des bénéfices très important en termes de créer de la fidélité. Quand le locataire va changer d'un espace à l'autre, on va réussir à lui trouver un autre espace dans notre propre portefeuille. Bon voilà, tout ça a été très sympathique sur le papier, a plus de difficultés à se matérialiser, et donc on est toujours effectivement à une relation propriétaire-locataire ou occupant, peu importe comment. D'ailleurs, locataire, ça fait très préhistoire, donc on va dire occupant, ça fait plus, c'est comme, et donc on voit bien qu'on est encore à une démarche relativement balbutiante, et je pense que l'alignement d'intérêts n'est clairement pas parfait, et que c'est pas évident de créer, et que la nomenclature
juridique autour du contrat, autour des lignes de charge, autour de plein de choses, a tendance plutôt à freiner l'innovation plutôt qu'à la favoriser. Je rappellerai juste une ligne de flux qui peut être toujours importante, celle que je racontais au niveau de l'investissement et du loyer, où je parlais des 500 € en fait au niveau du loyer. Si on parle de services et si on essaie un peu d'attraper à quoi sert en fait un espace tertiaire et comment il dessert en fait des postes de travail, on s'aperçoit vite que autour du poste de travail, on va facilement parler plutôt de 10 000 € donc par an à la personne. Et donc cette activité dans certaines tours à la Défense, ça monte jusqu'à 23 000, pour donner de bons chiffres autour du poste de travail, en incluant le loyer et l'ensemble des charges. Donc on s'aperçoit vite que ces chiffres sont des masses importantes par rapport à un salaire qui, chargé, va être entre 50 et 65 000 €. Donc on parle de mettons 15 000 € par rapport à ces 65 000 €. Donc c'est une chaîne de valeur qui est intéressante à prendre en compte et qui est très, très complexe en fait pour une industrie immobilière qui a elle-même déjà pris une décision de faire des investissements forts pour créer en fait l'actif, et son métier de base n'est pas de gérer en fait les différents services qui se déroulent à l'intérieur. Et pourtant, l'entreprise et l'occupant qui est à l'intérieur a autre chose à faire que de gérer ces mêmes services. Donc il y a là une activité en fait qui est pas prise, et c'est là où je cherche l'innovation à tout prix, en me disant si on veut atteindre des objectifs en 2030 et en 2040, l'argent existe. C'est-à-dire que la structure économique de flux qui circule, tout ce qui ruisselle, pour utiliser un mot connu, tout ce qui ruisselle en fait trouve des capacités de captation pour essayer de financer en fait ces transformations. Non, non, je ne vais pas le contredire, c'est juste, mais après c'est un autre sujet d'un autre petit déjeuner. C'est clair que tout ça revient au décret de 53, au fait qu'il a 70 ans aujourd'hui et qu'il est sans doute plus adapté du tout à tous les modes de relation entre un propriétaire et un locataire, quel que soit. Et effectivement, ça rebondit forcément aussi sur ces aspects environnementaux. Mais est-ce que les travaux 605 sont à la charge du propriétaire, les définitions de quels travaux, etc., est complètement obsolète aujourd'hui. Les durées fermes sont obsolètes. La propriété commerciale en bureau, on est le seul pays au monde qui dénonce ça. Pourquoi est-ce que le coworking a tant de succès? C'est pas parce que les gens ont envie d'avoir un baby-foot, c'est parce que c'est le seul endroit qui vous donne une souplesse où vous pouvez être 2 pendant 2 mois, 5 au bout de 3 mois, et 50 si vous avez envie au bout d'un an, et retomber à 10 si jamais votre projet n'a pas marché. Aujourd'hui, avec les freins à la sous-location, la propriété commerciale, c'est impossible à faire dans la structure du décret de 53. Donc il faudrait sans doute vraiment poser la question sur une trame qui a 70 ans. Le marché a complètement évolué, les rapports ont évolué, les consommations ont évolué, le flex, tout ça fait que le décret de 53 est sans doute plus adapté du tout. Mais c'est le sujet d'un autre débat, parce que sans ça, on y est jusqu'à après-demain. Nous avons déjà fait un petit déjeuner autour du bail, d'ailleurs, il y a quelques temps. Le bail as a service. Donc pour explorer un peu plus certaines questions autour des stratégies d'investissement, je vais peut-être d'abord rebondir justement sur cette question de la valeur, et notamment à partir du fait, comme vous l'avez rappelé Robin et Michel, qu'en fin de compte la décision de toute façon elle reste financière. Donc une des questions clés, c'est comment on rapporte finalement ces problématiques extra-financières aux problématiques financières, quel est l'impact les unes sur les autres. Donc il y a deux voies, il me semble, pour ça. Il y a une voie interne qui est celle, en fin de compte, dont vous avez déjà parlé, comment optimiser finalement la gestion et l'exploitation d'un immeuble de manière à pouvoir tirer des ressources aussi de ces nouveaux paramètres. Et puis il y en a une autre, peut-être, qui est plutôt externe, c'est-à-dire là qui relève de la donnée, de l'intelligence artificielle sur des données de marché, et qui pourrait supposer qu'on puisse constituer des bases de comparables suffisantes en étendue, en diversification en termes de type d'actifs, et surtout suivies dans le temps, de façon à pouvoir faire des hypothèses de relations entre l'évolution des valeurs et les stratégies adoptées sur les différents immeubles. Donc, où on en est un peu sur cette piste externe?
Je pense qu'on peut distinguer l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis quand même ont une culture de partage de la donnée immobilière qui est très ancienne, qui est très forte, ce qui a amené une transparence sur le marché. Là où l'Europe, on est quand même un cran en retard, ou deux crans en retard, parce qu'on a un sujet de collecte déjà de la data, on a déjà parlé un petit peu, et puis on a une aversion au partage qui est quand même extrêmement forte aujourd'hui. On le voit dans tous les segments de l'industrie. Il y a vraiment l'image que voilà, ce qui remplit l'assiette du voisin vide la mienne. Hein. Donc c'est très très fort et c'est pas valable qu'en France, c'est valable dans plusieurs autres pays européens. Et donc je pense qu'on est quand même encore assez loin aujourd'hui d'avoir un degré de confiance entre les acteurs qui permettent d'avoir un partage de la donnée déjà, encore une fois, imaginons qu'elle soit collectée, qu'elle soit parfaitement nettoyée, mais il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de confiance pour aller vers ces dimensions d'harmonisation. Alors il y a certains observatoires, il y a plein de choses, et encore une fois sur tous les segments de la profession, hein, que ce soit dans la promotion, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit sur les loyers, que ce soit dans le tertiaire. Mais on voit bien qu'à chaque fois, ce sont des initiatives qui sont souvent modestes, souvent éparses, que la qualité de la donnée collectée derrière ne permet pas d'en tirer des choses systémiques. On est souvent sur des choses qui sont assez locales, en réalité, sur des petites régions, à l'échelle de métropole et autres. Et donc, aujourd'hui, je crois assez peu à l'idée qu'on arrive à montrer à l'échelle du marché des corrélations qui soit la prise en compte de cet élément extra-financier dans des valeurs et que tout d'un coup apparaisse un indicateur ou un chiffre un peu référence de ce que sera le bonus green ou le brown discounting à l'inverse, c'est-à-dire le malus pour cause d'un immeuble qui serait pas au goût du jour du point de vue environnemental. Je pense que il va y beaucoup plus y avoir des signaux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous allez avoir un acteur, un peu de référence, un assureur, un grand fonds de pension qui va décréter que tel actif aura des côtés, et donc et ça fuitera et ça aura un effet un peu marquant sur le marché. Je crois beaucoup plus à ça qu'à une démarche un peu plus organisée, sophistiquée et même rationnelle, qui serait une démarche de dire voilà, aujourd'hui le marché incorpore ce green premium ou ce brown discounting à hauteur de temps sur le marché parisien, sur les marchés régionaux et ainsi de suite. Je pense que ce sera beaucoup plus quelque chose de médiatique, de symbolique, plutôt que quelque chose de rationnel et d'organisé. Moi, je vais essayer d'apporter un élément complémentaire à l'analyse de Robin. En fait, ce que soulignait Patrice Noisette, c'était l'existence de comparables. Et une des plus grosses problématiques de l'immobilier, c'est un immeuble est-il comparable à un autre immeuble? Alors là, c'est l'histoire de ma vie. Ça fait quelques décennies que je regarde des immeubles et ça fait quelques décennies que je crois comprendre que les immeubles ne se ressemblent pas tant que cela. Néanmoins, les mathématiques devraient quand même nous aider et devraient nous permettre de poser des équations relativement simples pour construire des modèles que j'appellerais, donc je prends beaucoup de précautions, je vais mettre énormément de guillemets, des modèles théoriques, donc qui vont nous permettre, ce qui est important pour un expert, c'est d'identifier OPEX et CAPEX. Donc d'essayer de comprendre un peu la charge permanente qu'impose un immeuble et de comprendre les investissements nécessaires pour respecter la transformation dans un pilotage d'un label ISR dû à des notes qui sont revenues en matière de ESG et d'essayer donc d'interpréter ces éléments avec un modèle théorique. L'équation est posable, en tout cas on connaît la durée de vie. On a quelques abacs sur le comportement des installations, des équipements, des organes au niveau des bâtiments. On a énormément d'informations sur le comportement, je dirais, énergétique d'un bâtiment quand on en connaît son implantation, son territoire, son climat, ses matériaux et son usage et son occupation. Quand on fait la synthèse de tout cela, on est en capacité de construire un modèle théorique qui, lui, va pouvoir s'affiner progressivement avec le temps et favoriser justement cette équation et apporter quelques indicateurs complémentaires à l'évaluateur pour lui dire, bien, dans tel immeuble,
voilà, il y a tel type d'actions qui peuvent être prises en compte et j'ai mon petit moteur qui me dit que les investissements à prévoir sur les 10 années à venir s'élèvent à tel montant. Et ça, c'est quand même une indication qui serait intéressante de capter et de construire le plus automatiquement possible. Et je pense que la connaissance de l'immobilier, la mise en place en fait de l'IA dans ces gestions d'actifs va nous permettre de sortir ces modèles. Alors très rapidement, il ne faut pas oublier ce que disent nos amis anglais, même si je ne les cite pas souvent, l'expertise est un art, ça n'est pas une science. Donc il y a besoin quand même de cette dimension humaine, parce qu'on pourra faire tous les modèles de la Terre et on s'apercevra qu'à la fin, nous on le fait déjà un peu, 2 immeubles qu'on va estimer très comparables par leur localisation, leur utilisation, leur âge, vont se commercialiser avec des gaps de 10 ou 20%, et ce sera simplement l'appréhension de l'acheteur du premier par rapport au second, et quelque chose qu'on aura du mal à expliquer de façon cohérente, logique, etc. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette dimension-là. J'allais dire, vous êtes à côté de 2 stations de métro qui desservent la même ligne, etc., mais il y en a une qui, pour une raison ou une autre, est moins bien cotée que l'autre, et où le trajet pour y aller est moins sympathique. Bon. Donc il y a plein d'éléments subjectifs qu'on a du mal à intégrer. En revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec Michel, c'est qu'autant les gens sont très frileux sur la data qui les concerne eux-mêmes, c'est-à-dire je dis que j'ai loué à 900 € du mètre, je ne dis pas que j'ai donné 1 an et demi de franchise et que j'ai mis 1 million d'euros d'enveloppe pour faire les travaux. Ça, je ne l'écris pas dans la publication dans Immomel. En revanche, si c'est des statistiques qui permettent d'arriver à une connaissance des travaux qu'il y a à faire dans des immeubles comparables, qui est une data qui servira à tout le monde sans montrer ses propres faiblesses sur son immeuble, là je pense que les gens sont tous effectivement prêts à participer parce que tout le monde est demandeur de ça. Nous aujourd'hui on nous pose la question, on dit à votre avis il faut mettre combien du mètre pour atteindre... Je dis mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache donc clairement ça je suis complètement d'accord, la compilation de la data est quelque chose qui sera sans doute très facile et très utile et dont tout le monde sera prêt à apporter son écho pour justement pouvoir bénéficier de ces statistiques-là parce qu'elles seront utiles à tout le monde. Donc ça donne quand même quelques espoirs, parce que si j'ai bien compris, à 10 ans, en réponse à ma première question, c'est le driver énergétique qui domine totalement. Et sur les stratégies, c'est plutôt la réduction au grégarisme attentiste. On essaye plutôt de se faire comme tout le monde, un peu au dernier moment, prendre le moins de risques possible. On va peut-être essayer de se projeter à plus de 10 ans, finalement, en imaginant la continuation un peu du poids croissant de ces approches extra-financières et surtout d'une meilleure connaissance et compréhension de leurs liens avec les approches financières. Et on peut supposer, une hypothèse peut être que finalement, pour optimiser justement ces gestions, il faut plus aller vers le long terme, vers la gestion de l'actif à long terme, la maîtrise de son cycle de vie. Ce qui peut aussi impacter les problématiques de prix, de rendement. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à espérer les mêmes évolutions de prix que ces dernières décennies? Est-ce qu'on peut continuer à tabler sur les mêmes rendements comparés à d'autres types d'actifs financiers dans ces évolutions? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon la fin des 30 financières, comme on l'a dit, des 30 glorieuses? Le problème, c'est ce que disait Robin tout à l'heure, c'est que l'immobilier, on devrait être sur du temps long. Parce que l'immobilier, c'est forcément, entre le moment où vous décidez de construire un immeuble et le moment où il sort de terre, il y a 4 ans. Et en face, on a des investisseurs ou des fonds qui sont dans un temps qui est de plus en plus court sur le rendement. Et donc, on est passé d'une époque où c'est des compagnies d'assurance vie qui achetaient des immeubles qu'ils ne vendaient jamais et qui gardaient pendant 150 ans. Et donc là, on a une approche qui était vraiment sur le temps long. Et aujourd'hui, on a le contraire. Donc c'est vrai que les deux choses s'opposent. Et c'est assez compliqué de mettre en phase les objectifs de retour des investisseurs qui sont très court-termistes avec aujourd'hui des investissements ou des projets. Quand on parle effectivement de 2050, pour des fonds, la moitié des gens seront à la retraite, ça les intéresse plus ça les intéresse pas, ça ne veut plus rien dire pour eux. Donc clairement, on a aujourd'hui ce problème d'arriver à conjuguer ces deux temps qui sont très très différents entre l'investissement nécessaire et le retour sur investissement souhaité. Moi, j'essaie toujours d'aller dans une innovation, en tout cas dans les comportements. Je me dis, ce qui est important pour l'investisseur immobilier, lui, c'est de trouver son rendement et donc de préserver sa propriété qui va justifier en fait le loyer qu'il facture et le rendement qu'il doit retrouver.
Bon, il y a des tas de choses qui sont en train d'exister, de naître. Je ne veux pas rentrer dans les NFT, tous ces machins totalement numériques, mais juste je jette une petite idée qui va progresser dans nos têtes forcément. C'est d'essayer de faire une déconnexion entre l'actif qui génère un espace que l'on met à disposition pour une occupation et l'équipement ou l'installation de cet immeuble qui est un machin fait de béton, de tuyaux, de câbles, de matériel, de ventilateurs, d'ascenseurs, de gaines, enfin de machins techniques, qui n'a rien à voir avec tous les concepts excessivement sophistiqués que la finance a aujourd'hui, hein, et qui ennuie la finance. C'est-à-dire que c'est un machin qui vieillit, mais c'est une anomalie, quoi. Donc, dans un calcul financier, dans un DCF. Donc on n'a pas envie de le prendre en compte. Donc si on a cette capacité à faire ces trois déconnexions, j'ai une occupation, j'ai un actif que je mets à la location et j'ai des équipements. Je me souviens avoir fait, il y a presque 30 ans de ça, où on avait proposé à des clients de leur louer leur groupe électrogène, parce qu'en fait le groupe électrogène marche quelques heures par an pour respecter en fait les conditions de sécurité d'un actif immobilier en cas de perte d'énergie électrique quand on est dans des immeubles JH. Et le propriétaire disait mais qu'est-ce que c'est nul, je dois investir dans des groupes électrogènes qui vont me servir que quelques heures par an, et encore juste pour faire les tests. Donc l'idée c'était est-ce qu'on ne peut pas transformer ça en OPEX, c'est-à-dire mettre un loyer et donc faire que cette chose ne soit pas complètement rentrée dans le système qui constitue l'actif. Pour effectivement prendre un peu plus de champ par rapport à la question, je pense que le secteur immobilier a vécu 20 années assez incroyables, notamment liées à la compression des taux d'intérêt et à l'augmentation du gearing, du levier qu'on pouvait mettre sur les produits, ce qui a beaucoup expliqué la croissance des prix dans l'industrie et qui a aussi beaucoup expliqué l'attractivité renouvelée de l'investissement immobilier par rapport à d'autres classes d'actifs moins dynamiques ou qui ont connu moins cette progression. Je pense que les 10 prochaines années vont être un peu différentes, tout simplement parce que beaucoup d'autres classes d'actifs ont déjà payé le prix de la transition environnementale. Je prends l'exemple, vous êtes un assureur, vous êtes un constructeur automobile, je peux vous dire que la transition environnementale elle est déjà dans votre cours de bourse depuis 10 ans, hein, assez facilement. Il y a eu le Dieselgate, il y a eu un certain nombre de choses qui est déjà incorporé. Donc là, l'immobilier, c'est dans les 10 prochaines années que ça va commencer à peser. Je pense que les taux d'intérêt, bon, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui ait une vision plus subtile, mais je pense que les taux d'intérêt, en tout cas, ont atteint leur plancher. À défaut de la remontée, je ne me prononcerai pas dessus, mais disons qu'ils ont atteint au moins leur plancher. Et donc les 10 prochaines années pour l'immobilier vont être assez simples. Soit il y a de la capacité à retourner faire de la performance opérationnelle, ce qu'on décrit, c'est-à-dire de la connaissance de l'actif, du meilleur entretien, une meilleure gestion des CAPEX, des OPEX, meilleure connaissance du locataire, blablabla. Je peux vous faire toute la liste qu'on a longuement décrite. Soit vous allez avoir un amoindrissement du rendement. Et donc une fuite, parce que les autres classes d'actifs restant étant moins sensibles au taux d'intérêt et ayant déjà payé la transition environnementale, eh bien évidemment, en relatif, vous allez avoir une classe d'actifs immobiliers qui devient moins attractive par rapport aux equity ou à d'autres, même aux bonds ou à d'autres types de produits. Et donc, le sujet pour les gros gestionnaires d'actifs immobiliers ou les petits d'ailleurs, c'est un sujet de performance opérationnelle. Celui qui ne sera pas capable de comprendre que l'on est passé de la performance strictement financière ou de l'ingénierie financière à un retour vers de la performance opérationnelle, comme l'industrie l'a connu à travers d'autres cycles, bah celui-ci, il va voir qu'il aura moins d'investisseurs, il aura moins de gens qui vont venir lui mettre de l'argent dans ses fonds, et donc à la fin, il aura moins de performance financière parce qu'il n'aura pas su travailler cette performance opérationnelle. Très bien, je crois que... Belle conclusion. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais conclure avant les questions. Je voulais écouter ce que vous alliez dire avant de faire la conclusion, ce qui paraît logique. Hein. Oui, j'ai toujours fait à peu près comme ça. Ça marche en général. Donc, je ferai une conclusion en 3 points. Le premier point, c'est que je crois que l'industrie immobilière, au sens large, qui, depuis un certain nombre d'années, évite le sujet de la numérisation. Là, maintenant, c'est fini. Cette industrie doit passer à la numérisation. Elle n'a plus le choix. Elle a essayé, vous savez, dans l'immobilier, il y a Immobile. Hein.
Donc ça ne va pas vite, les constructions sont lentes, les baux durent longtemps, etc. Mais là maintenant, on est tous au pied du mur, et la seule façon d'avancer, ça va être effectivement de passer par une phase de numérisation active. La deuxième idée qui ressort, je crois, assez bien de tout ça, c'est ces objectifs que nous sont assignés par des décrets ou par des indicateurs extra-financiers. Dans quasi tous les cas, la seule façon de les atteindre, c'est d'être solidaire. La seule façon de les atteindre, c'est de s'en occuper ensemble. Je parle ici des propriétaires, des locataires et éventuellement aussi des autres parties prenantes, les property managers, les facility managers, qui c'est les élus, etc. Donc ça sera mon deuxième élément de conclusion. Et le troisième, c'est que on est quand même, quand on regarde le décret tertiaire, on est 2030, 2040, 2050. Ça fait quand même, si je ne me trompe pas, 28 ans, 18 ans, 28 ans, 38 ans d'ici. Et quand on se tourne un peu en arrière, ce que des gens comme Michel, Patrice, moi, on peut faire, quoi. C'est bon, 38 ans en arrière, c'était quoi? 38 ans en arrière, par exemple, c'était l'impact du choc pétrolier. Et en ce qui s'est passé à l'issue, moi, c'est un exemple qui reste très important dans ma compréhension de beaucoup de phénomènes. On nous annonçait ce qu'on nous annonce à peu près aujourd'hui en pire. C'est-à-dire que maintenant, il ne fallait plus faire de voitures, qu'il fallait tous acheter des vélos. Maintenant, tout le monde le fait spontanément, on me dirait, mais à l'époque, ça paraissait un peu comme une obligation. Et donc, le pétrole allait disparaître, grosso modo, 5 ou 10 ans après. Et c'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec l'élévation du prix, un certain nombre de gisements qui n'étaient pas rentables le sont devenus. Et on va avoir, je prends cet exemple parce que je pense que nous allons avoir, Michel l'a dit tout à l'heure, dans l'évolution des technologies, ce type de surprise. On va avoir ce type d'évolution, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'imaginer maintenant ce que la contrainte va nous amener à faire. Elle va nous amener à changer sans doute nos comportements. C'est déjà un peu commencé. Je disais encore un article ce matin sur l'expansion des gens qui demandaient des vélos, etc. On va assister aussi à des changements d'habitude dans l'utilisation des immeubles, etc., etc., etc. Et sur 38 ans, ça peut faire vraiment des changements extrêmement importants. En 1974, il faut juste, par exemple, pas perdre de vue que le tertiaire était un sous-jacent immobilier marginal. Ce qui était important, c'était il y avait les entrepôts qui commençaient à être importants, on commençait à faire des centres commerciaux, et sinon l'important c'était les usines. Et donc 38 ans plus tard, je pense que c'est très difficile de préjuger. Et donc mon idée à moi, c'est de me dire 2030, je suis pas sûr qu'on aura les résultats qu'on attend, et peut-être que 2040, on sera déjà un peu plus près de ce qu'on peut espérer. Et donc face à ça, moi c'est ma nature, je continue à être malgré tout plutôt optimiste. Voilà, maintenant on est à votre disposition pour des questions s'il y en a. Merci. Je voulais revenir sur le décret tertiaire et sur l'amende que vous mentionnez tout à l'heure et les 7 500 € qui paraissent vraiment marginales aujourd'hui. Et si cette amende est amenée à évoluer, est-ce que vous pensez que ça va être directement pris en compte dans les business plans et dans la projection des cash flows? Et si oui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt le name and shame qui va vraiment avoir un impact négatif sur la valeur des actifs? Ça a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'amende pour l'obtention du label ISR, qui est quand même aujourd'hui devient de plus en plus un sésame pour aller chercher de l'argent institutionnel, il faut respecter. Donc on voit bien qu'au-delà de la contrainte financière, la contrainte financière, elle est intégrée dans un... Alors peut-être qu'elle n'est pas intégrée dans le tableau, parce que ça fait peut-être c'est se mettre à risque de l'AMF si quelqu'un vient contrôler et que vous avez directement mis dans le tableau que vous assumez le fait de payer l'amende. Je ne suis pas sûr que ce soit très malin, mais disons que c'est le sujet du name and shame, ou entre guillemets de la contrainte positive et non pas négative de la sanction est en train de se diffuser par le label SR. Après, vous aurez exactement, comme toujours, l'autre reflet de la médaille, c'est les investisseurs qui ne vont pas chercher de l'argent institutionnel, qui vont chercher de l'argent privé de family office et autres, et qui proposeront d'avoir 3 points de rendement supplémentaires parce qu'ils
payeront les 7500 euros de... Donc c'est pas parce que d'un côté la pratique se diffuse que ça laisse pas de la place pour d'autres personnes piratent un peu le système entre guillemets. Donc moi je pense, et sans vouloir rentrer dans une trop forte contrainte, qu'on doit imaginer une progression de ces sanctions financières. Clairement, c'est du non déclaratif. Les 7500, c'est pas parce que vous n'avez pas respecté, c'est parce que vous ne déclarez pas. Clairement, la seule façon de faire avancer les choses dans une approche de coercition, c'est ce qui va se faire avec le rythme que décrivait Robin pour l'habitation, ça sera de commencer à dire si vous n'avez pas déclaré, vous ne pouvez pas louer ou vous ne pouvez pas vendre, ce qui se va se passer avec le G et le F, alors forcément avec du progressif et forcément avec des échelles d'étalonnage pour que ce ne soit pas le marché qui tombe du jour au lendemain sur tous les gens qui ne l'auront pas fait. Mais si on veut aller vers ça, effectivement, ce n'est pas l'amende du non déclaratif et vous pouvez mettre l'amende à 50 000, 100 000 euros par rapport sur un immeuble de 5 000 m² par rapport aux travaux qu'on imaginait voir à la vacance locative que ça entraînait, c'est une roupie de Sansonnet. Donc c'est pas ça qui fera que les gens le feront. Effectivement, sans parler de Nemenchem, c'est le l'IRS. Et l'IRS, vous avez je ne sais plus quel est le taux de non déclaratif sur le nombre d'immeubles qu'on possède, mais qui est limité. Donc vous ne pouvez pas le faire pour tous les immeubles. Donc clairement, là aussi, c'est le vrai frein, c'est ISR. Une dernière question peut-être, pour qu'on termine pile à 10 heures, ce qui était le but. Vu que le décret tertiaire n'impose pas de réelles sanctions lourdes en cas de non-conformité, comment inciter alors les propriétaires à mettre en norme leurs actifs? Comme on le disait, effectivement, il faut arriver à avoir une carotte et un bâton. Alors, est-ce qu'il y aura des incitations fiscales? Parce que c'est souvent en immobilier, on passe toujours par les incitations fiscales. Est-ce que c'est quelque chose qui sera mis en place pour accélérer le processus? J'avoue que j'en sais rien et qu'aujourd'hui j'ai pas d'écho comme quoi ça pourrait être un des sujets. Et l'autre sujet, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est de limiter la possibilité de louer, de limiter la possibilité dès qu'il y a une vacance d'obtenir des permis ou des choses comme ça. Donc effectivement, l'administration a quand même énormément de leviers en immobilier parce que dès que vous faites des travaux, il vous faut une autorisation et donc des travaux qui ne rentreraient pas dans la compliance de l'évolution vers un respect du décret tertiaire et de ses objectifs, si vous n'avez plus jamais de permis ou plus jamais d'autorisation de travaux, ce sera un vrai moyen aussi de pousser les propriétaires à le faire. Il y a énormément de moyens de le faire, mais moi je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait que du bâton, il faut aussi qu'il y ait un peu de carotte. Je pense qu'on va aussi de plus en plus voir les sujets, alors soit des engagements positifs d'entreprises qui ont pris des engagements net zéro, donc zéro émission, donc qui vont commencer à s'intéresser à leurs émissions liées à l'occupation des actifs. Chez les grands groupes, les gros propriétaires, les gros occupants du CAC 40, ça devient quand même un sujet. Vous avez l'Allemagne a mis en place une réglementation on pourrait s'approcher du décret tertiaire pas plus tard que la semaine dernière, qui oblige à payer le CO2 que vous émettez en tant que propriétaire ou occupant, et donc très rapidement le prix de la tonne de CO2 est quand même légèrement inflationniste ces derniers temps, donc ça va être des sujets qui peuvent vite devenir financiers et avoir des vrais peser de manière durable sur l'équilibre économique des actifs. Donc voilà, je pense un peu c'est les différentes méthodes qu'on a évoquées, un peu de sanctions, un peu de récompenses, c'est comme ça que ça va pouvoir se mettre en œuvre. Bien, il me reste messieurs à vous remercier, parce que je pense qu'on a répondu à la question, en tout cas beaucoup d'éléments de réponse sur l'impact de ces indicateurs extra-financiers sur la valeur. Et puis le deuxième objectif, c'était de finir à 10 heures. Donc ça aussi, on l'a fait. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci de vos questions et puis très bonne journée à tous. Au revoir.